En cette année 2025, le Centre d'action interculturelle de la province de Namur, connu aussi sous le nom de CAI, fête ses 40 ans. ASBL héritière du Centre socioculturel des immigrés de la province de Namur, le CAI est l'un des centres régionaux d'intégration de la région wallonne. Pour marquer cet anniversaire, le CAI vous propose une série de 8 podcasts réalisés en collaboration avec l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale. Chaque podcast revient sur l'une des missions ou activités fondamentales de ce centre qui a placé le concept d'interculturalité au cœur de son travail. Plongez dans ces interviews croisées enregistrées entre le 18 septembre et le 10 octobre 2024. Dans ce 7e épisode, laissons Sami Piechinski et Abderrahmane Akantayou, 2 anciens travailleurs du CAI, nous parler de l'évolution de l'accompagnement des associations issues de l'immigration. Abder, du coup, moi je te connais, mais pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter brièvement ? Abderrahmane Akantayou, je travaille au Centre régional d'intégration pour les personnes étrangères ou d'origine étrangère depuis 2001, où j'ai commencé comme médiateur interculturel. Je suis d'origine marocaine et j'ai toujours œuvré, avant même mon travail au CAI, dans le secteur associatif en tant que bénévole. Et quand tu arrives au CSCIN en 2001, c'était quoi un peu tes motivations, tes espoirs ? Quand je suis arrivé, en fait, déjà par mon histoire personnelle, j'ai toujours travaillé, comme je viens de le dire, dans le secteur associatif en tant que bénévole. Donc j'avais mené pas mal de projets. Donc quand j'ai vu l'offre et qu'on m'a proposé de postuler en tant que médiateur interculturel, j'avais surtout un rêve, c'était de pouvoir combattre les inégalités et essayer de mettre fin, entre parenthèses, à mon niveau, au clivage sociétal entre les différentes communautés existantes et qui vivent surtout sur Sombreville, puisque mon poste était dédié au territoire de Sombreville et Andenne, à l'exception de Namur, puisque à Namur, il y avait déjà des médiateurs interculturels. À ton arrivée au CAI, c'était quoi un peu le contexte institutionnel, les relations à l'immigration ? Quel était le contexte en fait général autour de ces thématiques ? Moi, mon avis, quand je suis arrivé ici au CAI, donc en tant que médiateur interculturel, une fonction que je ne connaissais pas, donc la première chose qui était intéressante pour moi, c'était de pouvoir acquérir en tout cas les outils et de former. Ça, c'est une chose hyper importante parce que voilà, être médian, c'est une chose. Et moi, quand je parle de Sombreville ou même à Andenne, en tant que bénévole, puisqu'il y avait des joueurs d'Andenne qui venaient sur le territoire, je dirais, de Sombreville comme à Namur, ce qui ressortait fortement par rapport à la médiation interculturelle, donc c'était le poste que j'occupais, c'était de pouvoir sortir de ce cadre, je vais dire pratiquement familial et d'amis, pour devenir un professionnel, donc, et ne pas mélanger les deux niveaux, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui se sont déroulées pendant ces années où j'étais médiateur interculturel. C'était le fait de pouvoir prendre du recul et permettre aussi aux personnes qui m'interpellaient via la permanence ou pas, mais qui venaient carrément frapper à la porte de la maison ou qui m'interpellaient lorsque j'étais en famille par rapport aux problématiques. Et le fait d'avoir eu ces formations et d'avoir eu un cadre bien précis qui était mis en place par le centre, mais plus particulièrement par Ahmed Hakim, qui était un peu notre superviseur et notre formateur aussi par rapport au cadre de la fonction, amenait en tout cas une autre vision du travail que je réalisais comme bénévole. C'est qu'il y a le bénévolat et l'engagement que j'avais sur le terrain au quotidien en tant que bénévole était tout à fait différent de travailler en tant que professionnel, parce qu'il y avait des éléments que je n'avais pas en tant que bénévole. Donc, alors, les éléments, c'est plutôt des outils et aussi l'analyse des enjeux. Et ça, je ne l'ai appris que grâce, je dirais, à toutes les formations que j'ai suivies au CAI, d'une part. Et d'autre part, il y avait un avantage que j'avais en arrivant au CAI, c'est que je maîtrisais quand même assez bien le secteur associatif, puisque
oui, je parlais de Sombreville, mais j'étais fort, puisque c'était un club de mini-foot, puisqu'il y avait aussi un club de danse, de tout ce qui était hip-hop, rap et breakdance. Ben, j'étais assez connu aussi puisque je pratiquais, mais j'avais dans le réseau associatif, en tout cas autour de la jeunesse, quand même une bonne connaissance qui était une plus-value pour moi quand je suis arrivé au CAI. Maintenant, ben voilà, il y avait quand même pas mal de choses qu'il fallait apprendre. Et c'était surtout la grosse difficulté, c'était le fait ne plus être le sauveur, en tout cas des personnes issues de l'immigration, mais d'être là dans un accompagnement. Et ça, c'était très difficile à mettre en œuvre, puisque n'étant pas outillé, d'autant plus que les personnes qui me connaissaient faisaient appel à moi pour résoudre les problèmes, mais ce n'était pas toujours évident. Mais avec la fonction de médiation interculturelle, j'ai appris à consolider ça et à avoir une autre approche, de pouvoir trouver des solutions ensemble et pas tout se reposait sur moi quand j'étais bénévole, de trouver les solutions. Tandis que là, il y avait l'aspect de triangulation, en fait, de travailler aussi avec les professionnels du secteur. Et en interne aussi, il y avait énormément d'outils et d'appui de mes collègues pour pouvoir arriver à mettre en place les choses. Au niveau institutionnel, puisqu'il y avait la question institutionnelle, moi, si je dois comparer sur l'histoire et sur les 20 ans, et plus que j'ai passé au CAI, le CAI a fortement changé, mais c'est lié aussi à l'environnement dans lequel on évolue. Le travail qui a été réalisé par le passé est toujours réalisé, mais d'une autre manière, puisque la professionnalisation du secteur fait que on doit s'adapter aussi aux exigences décrétales et en même temps pouvoir maintenir en tout cas et porter, je vais dire, les valeurs initiales du centre socioculturel des immigrés de Namur, parce que l'ADN réel du CAI actuel, c'est celle de cette structure-là. Donc, inévitablement, l'évolution a amené un cadre qui est bien précis, mais à côté de ça, le CAI a toujours maintenu les valeurs initiales de pouvoir travailler, en tout cas, sur la question de l'intégration, effectivement, mais en mettant l'accent de plus en plus et plus particulièrement sur l'aspect de la démarche interculturelle. Alors, le secteur a fortement évolué, comme je le dis, mais pour moi, en regardant un peu l'historique avant 2001, donc en allant un peu voir ce qui s'est passé avant que je n'arrive au CAI. Et puis, à partir de 2001 jusque, je dirais, maintenant, il est vrai que le rôle des associations issues de l'immigration est important dans le développement, en tout cas, de notre structure, puisque dès le départ, à la création même, je dirais, du centre socioculturel, il y a eu une volonté des pères fondateurs d'associer justement les différentes communautés par le biais des associations existantes sur la province de Namur, mais plus précisément sur Namur même. Et ces associations, au départ, donc, qui sont à la base aussi de la Constitution, quels étaient leurs rôles, quels étaient leurs objectifs en fait? Alors, moi, je distinguerais deux objectifs principaux. Le premier, si je dois réunir les trois centres culturels et cultuels, évidemment, à la base, ils ont été créés pour pouvoir permettre aux communautés, en tout cas à la communauté, je dirais, musulmane résidente à Namur, de pouvoir pratiquer leur culte. Et donc, conditionner la pratique du culte, elle était liée à la création d'une ASBL. Donc, ces centres ont été créés, évidemment, pour permettre à la population musulmane de pouvoir pratiquer leur religion. Et à côté de ça, il y avait un axe qu'ils développaient aussi qui était, entre parenthèses, culturel. C'est pour ça qu'on les appelle bien souvent le centre culturel et cultuel turc, le centre culturel et cultuel albanais et marocain. C'était les trois grosses structures liées en tout cas à cette communauté-là. Pour les autres associations subsahariennes et autres, c'était plutôt un travail de valorisation culturelle, déjà, de pouvoir maintenir un petit peu toute l'identité du pays d'origine et de la culture d'origine. Il y avait aussi le fait que c'était les premiers lieux où se rendent les primo-arrivants, et donc il y avait un accueil, une aide sous forme de solidarité directe, donc en cas de besoin matériel ou autre, ces structures-là venaient en soutien et en aide
à leur population et à leur public. Et effectivement, l'évolution de la société fait que le FIPI disparaît aussi à un moment. Il y a ce changement décrétal avec ce parcours d'accueil qui arrive et le parcours d'intégration. Il faut pas, moi en tout cas, je voudrais mettre l'accent sur la posture qu'a pris le CAI au moment où on nous a annoncé ce parcours d'accueil. C'est hyper important au regard d'autres centres régionaux, puisque d'autres centres n'ont pas eu la même approche. Donc ça, je pense que c'est la réalité du monde dans lequel on vit aussi. L'approche que le CAI défendait avec certains centres régionaux, c'était que cet accueil était déjà fait par les associations issues d'immigration et que ça serait peut-être intéressant qu'au départ, ça soit eux qui puissent accueillir, comme ils le font déjà, les primo-arrivants et puis intégrer ça dans un parcours d'accueil plus large comme proposé. Ce qui n'a pas été le cas puisque la région en a décidé autrement, de dire que cette mission sera dédiée plus particulièrement aux centres régionaux, ce qui a écarté en fait les associations issues d'immigration en province du Namur, parce que nous on avait fait le tour de ces acteurs-là pour pouvoir leur permettre justement de co-construire avec nous cet aspect-là. Et au moment où la région décide autrement, effectivement, ces associations ont dû faire un pas en arrière où, pour certaines, elles ont été en mesure, en tout cas, de rentrer dans le cadre proposé par le décret de 2014. Et là, on constate qu'elles sont très peu à être, en tout cas, encore actuellement financées par la région wallonne dans le cadre du parcours d'intégration, puisque un autre décret arrivant en 2018 arrête définitivement le parcours d'intégration avec l'obligation derrière, et où les associations de migrants n'ont plus un rôle, je dirais, important, puisque les critères et les contraintes qu'on impose à tout le secteur, parce que il faut être aussi attentif que ce n'est pas uniquement les associations de migrants, mais c'est celles qui payent le plus ce nouveau décret, mais les autres associations du secteur qui travaillent à l'intégration des personnes étrangères ont aussi, certaines ont disparu, certaines vont peut-être disparaître à l'avenir avec le nouveau décret, mais ce sont des contraintes qui font que le secteur non marchand est mis à mal. Et donc, plus particulièrement pour les associations de migrants, effectivement, n'ayant pas de travailleurs payés, n'ayant pas des membres professionnels, mais travaillant essentiellement avec des bénévoles, rentrer dans un cadre aussi professionnalisant aussi, d'une part, avec des exigences et des indicateurs et des critères bien précis, ces acteurs-là n'ont pas pu y répondre. Ce qui a pu aider certaines associations issues d'immigration à rester dans le secteur, c'est qu'à partir de 2018, on constate que la région wallonne remet dans l'appel à projet initiative locale d'intégration un axe supplémentaire qui est l'axe interculturalité. Et là, on constate qu'une association ou deux ont pu à un moment être financées dans ce cadre-là. Et elles peuvent être aussi, pour certaines, dernièrement, on constate qu'elles ont été financées via la demande de subventions facultatives. Dire qu'elles sont qu'elles peuvent être au même titre que les autres, c'est pratiquement impossible, étant donné leur fonctionnement d'une part et la structure qu'elles proposent actuellement, puisque ce ne sont que des bénévoles et n'ayant pas des locaux majoritairement. Il n'y en a pas une qui a un bâtiment précis, un local précis. C'est souvent une adresse privée, c'est souvent aussi un entourage, des connaissances qui font partie des instances et des pères fondateurs de ces structures-là. Donc il y a quand même un travail assez énorme à réaliser. Maintenant, n'empêche, ces associations mènent quand même sur le territoire des actions en collaboration avec le CAI, et qu'elles soient bénévoles ou pas, il y a quand même un travail et il y a une construction, en tout cas, on espère, qui donnera une société plus interculturelle qu'elle ne l'est actuellement. Moi, ce que je trouve en tout cas intéressant, c'est de voir que d'une part, à la fois les objectifs et les difficultés qui sont rencontrées par ces associations dès le départ, elles font encore écho aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se retrouve aussi avec les mêmes objectifs et des mêmes difficultés, et on voit les conséquences directes des politiques qui ont été mises en place, qui font que ces difficultés, elles deviennent à un moment donné un réel obstacle. Ça ne devient plus seulement des difficultés, ça devient vraiment des obstacles indépassables pour certaines associations, et on voit des associations qui disparaissent à cause justement de ce caractère propre aux associations issues de l'immigration, c'est-à-dire constituées principalement de bénévoles et avec une manque de reconnaissance de la part du secteur.
Alors, il y avait plus, dans tous les projets que nous avons menés avec ces structures-là, il y a un rôle avant tout d'accompagnement. Hein, donc, dans l'accompagnement, en amont d'un accompagnement, moi je pars toujours du principe, et en interne, on essaie d'objectiver aussi les constats ou en tout cas mettre en place un diagnostic pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe, voir les causes réelles des problématiques qui sont relevées. Donc ça, c'est un travail que l'on fait, mais et que l'on soumet et que l'on partage aussi avec ces acteurs-là. Et dans l'accompagnement, c'est de pouvoir aussi travailler à un niveau pédagogique d'une part pour pouvoir réaliser des notes ou des dossiers d'interpellation qui permettraient en tout cas de faire avancer les choses. Déjà, c'est un premier pas de pouvoir interpeller. Dans un deuxième temps, il y a la question de l'analyse du rôle de chacun et comment est-ce qu'on y va, parce qu'il faut pouvoir avoir, je dirais, un objectif commun et parler avec le même vocabulaire, qu'on puisse utiliser le même vocabulaire aussi face à des décideurs politiques pour avoir un sens commun à l'action qu'on veut mener. Donc ça, c'est aussi un travail qui est fait, c'est un travail, je dirais, de fourmi, puisque évidemment, comme je le précisais tantôt, en fonction de l'association qu'on a en face de nous, il y a les orientations, les enjeux des uns et des autres doivent être connus. Et pour pouvoir le faire, il faut faire ce travail-là. Il y a un travail de mise en réseau aussi qui permet, en tout cas, d'avoir une action plus collective. C'est-à-dire que si je parle de la question des parcelles musulmanes, on n'a pas travaillé ça que les 3 centres, la ville de Namur et le CAI. On a fait appel aussi à des acteurs qui maîtrisent globalement ces matières-là en termes de gestion des cimetières, en termes des conditions. On a interpellé l'exécutif des musulmans pour savoir à un moment comment est-ce qu'on peut utiliser une terre dans un cimetière qui était déjà occupé par d'autres défunts. Donc il y a tout un travail à mettre en place. Ce travail-là, je dirais, par le biais du centre, a pu être réalisé. Il y a aussi le fait de pouvoir les soutenir aussi dans leurs initiatives, les soutenir dans les initiatives qu'ils portent eux, pas uniquement dans des questions qui sont plus générales comme celle de la parcelle musulmane ou autour du documentaire ou autour de la mise en place d'une radio. Il y a des actions qu'eux organisent en termes de valorisation culturelle, de reconnaissance par rapport à leur culture d'origine ou de leur communauté. Et donc, il y a aussi cet accompagnement qui était réalisé. Et pour revenir sur le passé, quand on proposait un accompagnement, je dirais ça avant 2014, parce que ça date bien d'avant 2014, ce que je vais dire là, c'est qu'il y avait un accompagnement administratif, pédagogique, gestion de projet, création de projet, financier. Il y avait un soutien graphisme. On pouvait aussi faire des impressions pour eux. On pouvait réaliser les affiches. On pouvait imprimer un certain nombre d'affiches. Donc il y avait pas mal de choses. On mettait aussi à disposition de temps en temps nos locaux, même s'ils n'étaient pas aussi importants que maintenant. Et alors, moi j'aurais peut-être une dernière question. C'est sur la coopération au développement en province de Namur. Qu'en est-il finalement ? Alors, comme je le disais tantôt, via l'ancien appel à projet ILDS, donc avant 2014, il y avait cette coopération au développement qui était financée par la région wallonne. Mais voilà, le changement a fait que ça ne l'était plus et ça ne le sera plus, puisque la région wallonne, c'est pas une de ses compétences. Donc voilà, c'était une question de compétence. C'est pas une compétence régionale, donc elle renvoie ça à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais plutôt vers la Fédération Wallonie-Bruxelles internationale, donc qui est en charge spécifiquement de la coopération au développement. À côté de ça, il y avait des appels à projets spécifiques à la province pour le co-développement, mais que depuis la réforme, je dirais, de la province de Namur, en tout cas, je parle spécifiquement de la province de Namur, mais il n'y a plus d'appel à projet coopération à la province de Namur, puisque voilà, comme tous les autres appels à projets aussi. Donc, de temps en temps, il y a un appel à projet ponctuel, et principalement, chaque année, c'est l'appel à projet budget participatif au niveau provincial qui est le plus récurrent actuellement. Au niveau de la ville, il y a des projets de coopération, et c'est plutôt lié à des projets plutôt où la ville elle-même coopère avec un village ou une ville du sud d'Afrique, d'un des pays du sud en Afrique. Et donc voilà, c'est très limité. Maintenant, il y a eu tout un travail qui a été réalisé par le CAI et en collaboration avec les associations issues d'immigration, un projet qui a été mis en place, le projet Vitar, a permis en tout cas à un moment
très clair de pouvoir travailler sur ces questions-là, le projet consistait à une chose, en ciblant des entrepreneurs ici qui pouvaient éventuellement aller développer un projet dans le sud. Et donc, il y a eu tout un projet autour de ça qui a permis en tout cas de former, de pouvoir apporter une plus-value en termes de professionnalisation sur cet aspect de coopération au développement. Parce que l'air de rien, moi j'ai suivi assez bien ça, donc je pense que c'est quand même des dossiers assez compliqués à monter d'une part, et la réalité est tout autre, parce que qu'est-ce que le co-développement ? Est-ce que c'est juste un soutien ? Est-ce que c'est un encadrement ? Est-ce que ça doit être... Donc je pense que ça s'inscrit plutôt dans une optique de win-win, et c'est là où ça bloque un peu pour les acteurs qui se lancent dans le co-développement. Par ailleurs, le projet Vitar, beaucoup plus tard, il y a eu aussi une question, et c'était une question qui était liée aussi à la politique européenne, parce qu'il faut remonter dans le temps, mais je n'ai pas les dates exactes, mais je pourrais les retrouver. Au niveau européen, à un moment, il a été décidé que tous les membres de l'Union européenne devaient renforcer leur aide à la coopération au développement. De là est née une réflexion au niveau fédéral en Belgique, puis au niveau régional. Dans ce cadre-là, avec IRFAM, donc nous, en tant que partenaires aussi, et d'autres acteurs, nous avons mené une réflexion sur la question du co-développement et sur les perspectives de cette thématique-là. Et là, les associations de migrants, effectivement, c'est un axe qu'elles exploitent énormément, mais avec très peu de résultats, malheureusement. Et c'est parallèlement, à ce moment-là, on a aussi travaillé tout au long de 2-3 années sur qu'est-ce que le co-développement et qui sont ces associations qui font du co-développement. C'est pour ça qu'à un moment, on trouve l'appellation OSIM, donc Organisme de solidarité internationale issu de l'immigration. C'était l'appellation qui était donnée aux acteurs, mais majoritairement, on pourrait classer toutes les associations issues d'immigration là-dedans. Parce qu'à leur niveau, elles le font toutes d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a évidemment, via le WBI, et donc Wallonie-Bruxelles International, dont je parlais, eux reconnaissent, donc c'est pratiquement comme s'ils avaient les acteurs qui sont reconnus, c'est comme s'ils avaient un agrément pour la coopération au développement, mais c'est un projet c'est un appel à projet qui est exigeant à tous les niveaux, très contraignant pour les petites associations, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les petites associations issues de l'immigration, elles sont majoritairement toutes petites et comme je le dis depuis tantôt, ce sont des volontaires. Et rentrer dans un cadre aussi structurant et aussi professionnel, ça pose question à un moment en termes d'accessibilité. Alors voilà, c'est à elles aussi peut-être à s'adapter, à pouvoir se former, mais au regard de leur profil, c'est un peu plus compliqué. Puis par ailleurs, ce travail réalisé par IRFAM en collaboration avec nous a permis à un moment aussi de bien identifier les choses, de bien clarifier les choses, et on s'est aussi associé avec la CASIV, qui est une structure ici à Namur, qui vient en appui justement aux OSIM qui souhaitent rentrer un projet de coopération au développement. Et là, il y a vraiment, c'est les spécialistes de la matière en termes de coopération au développement. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on organise, quand c'est possible, une séance d'info autour de l'appel à projet avec la CASIV, et puis c'est la CASIV qui s'organise elle-même avec les porteurs de projets pour les accompagner jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire juste au moment où ils doivent valider leur dossier en ligne. Malheureusement, on constate que très peu d'associations en région wallonne, en tout cas, sont financées par le biais de la coopération au développement et par Wallonie-Bruxelles International. Ça reste quand même assez élitiste pour pouvoir le faire. Maintenant, parallèlement, si on va à Louvain-la-Neuve, il y a tout un pan de coopération au développement où là, on a des organismes beaucoup plus structurés, beaucoup plus organisés et reconnus pour ces questions-là. Et comme ça rentre dans le cadre des échanges universitaires, ça passe mieux et les budgets sont octroyés plutôt à des acteurs comme ceux-là que les petites associations de migrants. Ici, en province de Namur, on n'a qu'une association qui est financée pour ça, c'est Caravane pour la paix et la solidarité. Ou sinon, alors, en faisant le lien avec la valorisation culturelle, elles ont aussi, à travers cet axe-là, elles organisent des événements, des soupers, des belgo-congolais, des soupers pour la communauté rwandaise. C'est par le biais de ces actions-là qu'elles jouent le rôle d'autofinancement, en fait. Elles s'autofinancent pour mener des projets dans le Sud.
ce sont le seul moyen qu'elles ont trouvé pour pouvoir développer des projets de coopération ou de co-développement avec leur pays d'origine. C'est les projets culturels et autres. Voilà. Samy, moi j'aurais souhaité que tu puisses nous parler de ton arrivée au centre et surtout nous parler de toi aussi avant tout. Je m'appelle Samy Pigzinski et ici au CI je suis donc responsable de projet lutte contre le racisme et les discriminations. Par ailleurs, je m'occupe également de la thématique logement. Donc moi je suis arrivé au CI en février 2022. Moi à la base je suis plutôt issu du milieu académique puisque moi j'ai une formation d'anthropologue. J'ai obtenu mon master à l'Université de Liège en 2017 et à partir de là j'ai entamé une thèse de doctorat à l'Université de Namur de 2017 jusqu'à 2022 et cette thèse est toujours en cours par ailleurs. Et donc moi j'arrive au CI en 2022. Premièrement parce que le financement de ma thèse se termine, mais également parce que je cherchais un emploi qui aurait du sens. Et c'est pour ça que je suis tombé sur cette annonce du CAI comme responsable de projet. Moi, la thématique de l'immigration et des personnes issues de l'immigration, c'est aussi une histoire familiale, puisque de par mon père, il y a une histoire de l'immigration polonaise et de par ma mère plutôt une histoire de l'immigration marocaine puisque des deux côtés on est venu travailler dans les mines en Belgique et donc pour moi la volonté c'était vraiment de permettre l'émancipation des personnes issues de l'immigration, qu'elles puissent aussi avoir une égalité des chances, un accès aux droits fondamentaux et pour moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de par mon histoire personnelle. Quand tu as commencé au CAI et avec ces deux années d'expérience que tu as, comment est-ce que tu peux expliquer le contexte dans lequel tu as commencé et celui dans lequel on est maintenant? Je vais peut-être partir plutôt du global pour revenir au plus particulier. Mais donc au niveau global, c'est vrai que les politiques en termes d'immigration, elles tendaient à se durcir. On voyait déjà depuis plusieurs années qu'il y avait énormément de revendications de la part du secteur. Et donc, pour moi, c'était une motivation supplémentaire aussi de pouvoir aider les acteurs à porter ces revendications. Et alors, au niveau du CAI, le contexte, il était, en tout cas sur la question de la lutte contre le racisme, en questionnement. Dans le sens où, depuis le mouvement Black Lives Matter, depuis George Floyd, il y avait vraiment une remise en question des manières de penser le racisme. Et le CAI était en plein travail de construction de son analyse sur le racisme. Comment se positionner par rapport à de nouvelles thématiques qui émergeaient, par rapport à la voix des personnes concernées. Et donc, j'ai participé, dans un premier temps, à pouvoir rédiger la note stratégique politique sur la définition que le CAI donne de la lutte contre le racisme. Et par ailleurs, la plateforme de lutte contre le racisme était aussi en train d'être reconstruite. On sortait du Covid. Le contexte faisait qu'il y avait un désinvestissement de la part de toute une série d'acteurs qui se faisait. Il y avait également la question de la place des associations issues de l'immigration, pour revenir au sujet qui était questionné. Comment pouvoir être le plus inclusif possible par rapport à ces associations, leur donner une voix, leur donner une parole, leur donner une place. Et donc, toutes ces réflexions, elles étaient en train d'être menées, moi, au moment où j'arrive au CAI. Donc, il a vraiment fallu pouvoir prendre conscience du réseau associatif, de sa richesse, et pouvoir voir comment est-ce qu'on pouvait continuer à avancer avec eux sur la question de la lutte contre le racisme et les discriminations. Ça, c'était un petit peu le contexte dans lequel moi, je suis arrivé au niveau du CAI. Après avoir défini le contexte, est-ce que tu pourrais préciser, en tout cas, la suite des travaux menés au regard de la position, en tout cas, des associations issues de l'immigration, et comment a-t-on pu avancer sur leur implication dans cette plateforme? Je vais peut-être d'abord reprendre au point de départ. Donc tu as mentionné tout à l'heure une étude de l'ONU qui avait été réalisée en 2019. Et suite à cette réunion de l'ONU, il y avait eu une demande de la part de la ville de Namur de pouvoir faire un cadastre des associations et qui demandait vraiment au CAI de pouvoir définir quels étaient les différents profils qu'on pouvait y retrouver
pouvoir affiner nos connaissances aussi par rapport à ces associations, leurs préoccupations par rapport à la vie associative, par rapport à leurs besoins, par rapport à la réalité des personnes qui côtoyaient la structure. C'était aussi l'idée de pouvoir créer un cadre de réflexion collective et de concertation entre les associations autour de problématiques qui étaient communes entre elles. Je vais prendre un exemple très concret, c'est la question par exemple du logement, pouvoir voir comment ces associations pouvaient trouver des synergies entre elles sur cette question-là, comment est-ce qu'on pouvait trouver des solutions, comment est-ce qu'on pouvait interpeller le pouvoir politique et sur quelle base. C'était aussi pouvoir encourager leur participation dans les différentes plateformes et pouvoir vraiment avoir ce rôle d'empowerment des personnes, c'est-à-dire pouvoir de leur donner une capacité d'agir sur leur situation. Comme tu disais tout à l'heure, notre rôle, c'est vraiment pas d'être à la place des personnes, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans leur processus de réalisation de leur projet. Et donc, la finalité de ce cadastre, c'était, sur base de l'ensemble de ces constats, pouvoir co-construire des actions concrètes, des recommandations et des interpellations sur les freins et les obstacles rencontrés par les personnes et par les associations. Et donc, on a réalisé cette étude avec l'IRFAM. Donc, c'était sous forme d'une étude qualitative, mais sur base d'un questionnaire. Et donc, on a commencé à faire le tour des différentes associations pour voir un petit peu quels étaient leurs profils, quels étaient leurs besoins. Et sur base de ça, on a eu une compilation de la part de l'IRFAM qui a permis de relever différents axes, différents types de structures. Et donc, on est ressorti vraiment avec une typologie et différents axes de travail. Un exemple très concret, c'est par exemple, il y avait une demande justement, et ça tu en as parlé tout à l'heure, de pouvoir se professionnaliser, notamment pour répondre à des appels à projets, pouvoir se structurer de manière administrative. Et donc, par rapport à ça, on a fait un accompagnement via des formations sur l'accompagnement administratif des associations. Comment est-ce qu'on gère une ASBL au jour le jour? Comment est-ce qu'on rend un budget? Comment est-ce qu'on répond à un appel à projet? On a aussi organisé des rencontres avec les pouvoirs subsidiants à différents niveaux. Donc que ce soit au niveau local, au niveau de la province, voir quels étaient les différents appels à projets qui pouvaient exister et comment y répondre au mieux. Et alors, on a aussi interpellé le politique pour pouvoir justement leur faire prendre conscience de la réalité de ces associations. Tu le disais tout à l'heure, il y a à la fois un enjeu très clair, c'est de pouvoir simplifier les démarches pour pouvoir répondre à un appel à projet, au vu du profil de ces associations, qui sont constituées de bénévoles, qui n'ont pas forcément les ressources en termes de travailleurs ou en termes de compétences pour pouvoir répondre à un appel à projet qui est très structuré administrativement. Et donc pouvoir assouplir ces règles-là pour pouvoir permettre à différentes associations de pouvoir répondre à ces appels à projets de manière beaucoup plus simplifiée. Parce qu'elles font un travail de terrain, elles font un travail de première ligne, mais le problème c'est que derrière tout le travail de seconde ligne, de pouvoir répondre à ces appels à projets, c'est très compliqué. Et donc, elles le font très souvent sur des bases volontaires, sur des bases bénévoles. Or, c'est elles qui ont le contact direct aussi parfois avec le public. Donc, c'est important pour nous, en tant que centre régional d'intégration, de pouvoir donner aussi ce pouvoir d'agir à ces personnes et donc de pouvoir leur permettre d'accéder à ces financements pour pouvoir professionnaliser leur activité. Est-ce que ce travail a amené un résultat auprès de certaines associations ou auprès de toutes celles que nous avons rencontrées et qu'est-ce qu'on peut dégager comme point, je dirais, positif, mais en même temps comme point négatif sur cette démarche? Nous, à notre niveau, je pense qu'il y a encore un grand enjeu, c'est d'être entendu justement sur cette question de la flexibilisation des appels à projets et sur la simplification des démarches à effectuer. On est dans une société aujourd'hui qui est hyper administrative. Tu le disais tout à l'heure, il y a une définition des associations qui est amenée par les membres de ces associations, qui est une définition du pays d'origine. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une autre définition, la définition occidentale, très bureaucratique, qui demande toute une série de contraintes qu'elles ne peuvent pas, par définition, remplir au vu de leur profil. Mais donc, on se retrouve aussi dans un cercle vicieux où les associations n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir remplir les appels à projets. Du coup, elles n'arrivent pas à avoir leur financement. Du coup, elles n'arrivent pas à se professionnaliser. Du coup, elles n'arrivent pas à répondre à des appels à projets. Et donc, il y a d'une part toute une série d'effets positifs. On voit que l'accompagnement du CAI a permis à certaines associations, je pense notamment à Moina Soleil, qui a réussi à avoir des financements via la région, via le PCI.
des financements pour faire de la promotion de l'interculturalité, pour faire du socioculturel via notamment la production et la promotion d'un EP musical autour de l'interculturalité, et qui mène toute une série de projets qui sont vraiment porteurs en termes de public et en termes de résultats. Je pense notamment elle a contribué à la mise en place d'une pièce de théâtre en collaboration entre des personnes issues de l'immigration, des étudiants et des étudiants issus de l'immigration pour parler des réalités. Et cette pièce, elle a vraiment connu un succès en termes de public. Mais en même temps, on voit qu'actuellement, ces associations, ça reste des exceptions. Ça reste des exceptions parce que les contraintes, elles sont là, parce qu'il faut travailler sur ces contraintes. Et donc, d'une part, on a des associations qui sont volontaires, d'autre part, on a encore une rigidité en termes institutionnels sur lequel on doit encore aujourd'hui travailler. Et on voit qu'actuellement, le sens ne va pas là, mais va plutôt vers une restriction et encore une difficulté accrue justement d'obtenir ces financements. Alors, une question, je dirais aussi supplémentaire par rapport à ça. Est-ce que donc le rôle du CAI, tu viens de le définir, la plus-value de ce travail qui est réalisé, est-ce qu'il est partagé par les autres acteurs dans le secteur? Alors, est-ce qu'il est partagé? Est-ce qu'ils sont conscients en fait du profil et de la posture qu'occupent ces acteurs-là sur le terrain? Alors, moi je pense qu'il y a une prise en considération. Maintenant, il faut aussi remettre la réalité du secteur associatif pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur des enveloppes fermées, sur lesquelles à la fois on est des partenaires et à la fois on est des concurrents pour obtenir des subventions. Donc, j'ai envie de dire que s'il n'y a pas une volonté à un moment donné de la part d'un acteur de faire ce rôle d'ensemblier, c'est-à-dire de pouvoir créer des synergies, pouvoir créer des projets en commun, ces projets en commun, ils ne vont pas se faire. Pourquoi ? Parce que chacun va essayer de courir après ses financements pour pouvoir avoir les capacités en termes de ressources humaines, en termes d'énergie pour pouvoir monter ses propres projets. Et la mise en synergie, j'ai envie de dire, ça passe un petit peu après. Et en même temps, on a des demandes, et c'est un peu contradictoire, de pouvoir créer ces synergies. Donc c'est là, je pense, qu'est la plus-value du CAI, c'est que nous, on a vraiment cette vision de dire, si on veut travailler et si on veut monter des projets qui soient porteurs de sens, il va falloir créer ces synergies, il va falloir faire cet ensemblier. Et donc c'est pour ça qu'on crée toute une série de plateformes pour que les acteurs puissent se rencontrer, puissent discuter de leurs projets et puissent voir, tiens, il y a des liens à faire. Le problème toujours étant, c'est cette enveloppe fermée. On travaille tous vers le même objectif, on est tous d'accord d'avoir des collaborations, mais tant qu'on est dans ce système de financement par enveloppe fermée où on est à la fois partenaire et à la fois concurrent, forcément, on va avoir du mal à mettre tout le monde autour de la table et à travailler ensemble sur des projets communs. Donc pour moi, il y a une prise en considération du profil de ces associations. Maintenant, les réalités de chacun font que c'est très difficile d'aller au-delà du simple conseil, de mener vraiment des actions. Et c'est là, je pense, que le CAI aussi, en termes d'enjeux, a un rôle à jouer. Si tu te mets à rêver, qu'est-ce que tu mettrais en œuvre avec, en particulier, les associations issues des migrations, puisque c'est quand même la thématique là maintenant? Je ne vais pas parler uniquement en mon nom, mais je pense que pour rejoindre un peu l'institution, puisque je suis quand même là depuis longtemps et je pense que les valeurs que je portais correspondent et rejoignent celles du CAI. Donc la preuve, je suis encore là. Si je ne les partageais pas, ça serait compliqué, mais je pense que la première chose qui serait intéressant en tout cas de mettre en place en province de Namur, mais je pense que ce serait même au niveau général, c'est déjà de devoir travailler dans un premier temps sur ne plus permettre en tout cas à la société de mettre en place un clivage entre les différentes communautés, entre les différentes personnes. C'est la première chose, parce que c'est en clivant la société, en divisant que l'on crée les problèmes. Je ne vais pas répéter l'expression que tout le monde connaît, donc je pense que ça, c'est hyper important de ne plus rester dans la catégorisation des publics, de les opposer, de faire une concurrence entre elles. Ça, c'est un élément important. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours travaillé au CAI. Moi, je me souviens quand je suis arrivé que toutes les formations que j'ai eues m'ont amené à ça, à cette conclusion, c'est qu'on travaille de manière à évoluer tous ensemble et à changer, à transformer la société en fonction des moyens qu'on a, évidemment, et en fonction aussi de
des opportunités qui se présentent. Donc ça, je pense que c'est très important de pouvoir en tout cas ne plus rester dans cette optique de voir la société se cliver davantage. Je pense que c'est ça qu'il faut pouvoir combattre dans un premier temps. Dans un deuxième temps, par rapport aux associations de migrants, je pense qu'il y a un accompagnement que l'on réalise depuis des années. Il est spécifique parce qu'on a toujours tenu compte évidemment de leur réalité, de leur profil, de leur identité. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit encore davantage travailler, même si elles ne sont pas reconnues, visibilisées. Je pense que le CAI fait ce travail avec elles pour pouvoir justement avancer dans ce sens. Et alors, c'est aussi les accompagner à ce qu'elles puissent intégrer des lieux de décision. Je parle de décision parce que j'entends beaucoup concertation, consultation. Mais moi, personnellement, ça me met en mal quand on me dit ouais, on va faire une consultation citoyenne. C'est juste consulter. Voilà. Quel rôle on donne à ce moment-là à la population, aux citoyens et citoyennes? Je pense qu'il faut changer aussi notre manière de voir les choses et la manière d'approcher en tout cas ce public. En tout cas le public en général, mais plus particulièrement les personnes issues d'immigration et les représentants de ces communautés. Parce que juste les consulter, et je mets ça en avant parce que je le dis souvent, à chaque fois que l'on travaille ici, au CAI, que l'on veut faire un mémorandum, que l'on veut faire un contenu lié au plan provincial et local d'intégration, que l'on veut avoir objectivé une thématique ou une problématique sur le terrain, on va trouver ces associations. Et le retour qu'on a des associations, c'est qu'en fait, elles ont l'impression qu'on vient juste pour les consulter, pour alimenter en fait nos données et nos projets. Or que c'est pas du tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, l'approche qu'on a, c'est justement de dire, on ne vient pas juste vous consulter, on vient vous associer. Le fait de les associer, c'est autre chose. Et donc, quand je mets cet accent-là en particulier sur la question de la consultation, de la concertation, parce qu'on entend ça partout dans le secteur, je pense qu'il faut changer cette approche de consultation. Il faut plutôt travailler dans la coopération et que tout le monde soit acteur, comme le disait bien mon collègue Samy, qui a utilisé un terme qu'on utilisait il y a quelques années au CAI, l'empowerment. Mais voilà, je pense que c'est des choses qui sont importantes. Et c'est à partir de ce moment-là que ces acteurs aussi auront la capacité, en tout cas, de participer de manière effective et proactive dans tout ce qui se met en place et qui peuvent changer les choses parce que ça fait grandir l'esprit critique chez tout le monde. Donc ça, par rapport à la consultation, je vais clôturer parce que je pense que c'est important aussi de choisir les mots. Mais en même temps, c'est pas juste des mots, c'est aussi une manière de travailler. Parce que quand on va juste consulter, voilà, pour moi, c'est comme si j'allais chez le médecin et que je rentre chez moi pour la ligne. Voilà, c'est un peu l'image aussi qu'ont les associations. Voilà, donc elles ont l'impression de ne pas être reconnues et respectées dans leur identité et dans leur rôle aussi dans la société. Alors, si je pouvais encore rêver, évidemment, ça serait un point important, puisque c'était juste les éléments qu'on a discutés il y a même pas 10 minutes autour du racisme, autour de l'extrémisme, quel qu'il soit, c'est de pouvoir lutter en tout cas et trouver les moyens. Pour les trouver, les moyens, c'est des moyens humains avant tout pour moi. C'est d'abord l'humain, investir dans l'humain. Pour investir dans l'humain, il faut pouvoir avoir les moyens financiers, pédagogiques et autres. Et donc, moi, je pense qu'il faut ramener la question autour vraiment du sens de la société que l'on souhaite et avec l'humain en priorité avant de se positionner sur des obédiences ou des pensées de l'un ou de l'autre. C'est mettre l'humain au centre. Donc ça, c'est un élément important pour moi pour pouvoir lutter contre le racisme et l'extrême droite. Et l'extrême droite, c'est plus large, évidemment, parce quand on parle de l'extrémisme, ça ne concerne pas que la question du racisme, il y a aussi la question du genre, la question de la femme. Alors, au niveau politique et au niveau stratégique, je pense qu'il y a des choses aussi à travailler parce qu'on forme tout le monde, on forme la deuxième ligne, on forme tout le monde. Et un des problèmes essentiels, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens et je le vis au quotidien, c'est qu'on ne forme pas assez les personnes qui sont au pouvoir. Je suis sûr que si on faisait un test, il n'y en a pas beaucoup qui maîtrisent ou qui savent dire de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'interculturalité, de démarche interculturelle, ou même de lutte contre le racisme ou de discrimination. Est-ce qu'elles le maîtrisent réellement?
bien souvent, les propos racistes qu'on entend, c'est au quotidien, c'est le petit citoyen qui est malheureusement, déprimé, qui a des problèmes familiaux, qui est sans boulot, qui voit en fait le petit Marocain à côté qui travaille et lui pas du tout. C'est les propos qui sont tenus aussi par nos politiques. Il suffit de voir tout ce qui s'est passé l'année passée, l'année avant, avec des politiciens de haut niveau qui tiennent des propos dans les médias. Cette liberté d'expression est positive, mais elle a ses défauts aussi. Donc, jusqu'où va cette liberté d'expression? Il faudra peut-être aussi réfléchir à ça, parce que bien souvent, nos politiciens de haut niveau tiennent des propos qui sont tout à fait partagés par la population, or que c'est des partis qui ne sont pas d'extrême droite du tout, et qui se disent démocratiques, qui tiennent des propos pareils. Donc moi, je pense que dans mes rêves, ce serait que ces choses-là changent. Et alors, arriver aussi, par le passé, on a participé dans un projet, donc le CAI et d'autres acteurs en province de Namur, et on avait fait ça à Sambreville, avec le Centre pour l'égalité des chances, comme on l'appelait avant, actuellement on y a, c'était de décoder en fait les discours des médias. Moi, je pense qu'il y a aussi une formation, quelque chose à faire au niveau de la formation des futurs journalistes et personnes en charge de médias, parce que les discours tenus par les médias, mais aussi par les politiciens, doivent être décodés. Et je pense que s'il y a une formation sur le dialogue interculturel qui est imposée avec un cursus bien précis, je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer parce que ça amène d'autres choses. Alors, je parle beaucoup des études, des cursus. C'est parce que, comme beaucoup d'autres, je pense que l'avenir, c'est les jeunes. Et donc, si nos jeunes sont bien formés, qui sont bien conscients de tout ça, je pense que ça peut changer les choses. Et alors, pour terminer, il y a la question évidemment des moyens financiers. Ça, on rêve tous que ces moyens soient plus importants. Maintenant, on est conscient que ça ne serait peut-être pas le cas. Mais s'il y avait un travail qui était fait avec le secteur, alors je ne dirais pas toutes les associations du secteur, mais en tout cas des représentants du secteur, et que c'était réfléchi en amont, et qu'on associe justement je dirais, je peux rêver, les fédérations, par exemple, des employeurs ou de la fédération du secteur social et d'autres, la fédération des CPS, et que tous ces gens se mettent autour de la table au moment où on pense à construire les budgets pour les subventions qui pourraient être attribuées au secteur associatif et le secteur non marchand. Principalement, s'il y avait, je dirais, une coalition ensemble, et que ces personnes puissent participer, évidemment, aux décisions au niveau politique, peut-être que les choses changeraient un petit peu au niveau des financements. On aurait peut-être des financements qui seraient beaucoup plus réguliers, beaucoup plus adaptés aux réalités et aux besoins du terrain, et que ça ne serait moins politisé, et peut-être moins critiqué, comme on le voit maintenant. On sent que le secteur, avec le nouveau décret, ça va être un peu le bain de sang pour moi. En tout cas, quand je réfléchis, que je relis à chaque fois les textes qu'on a reçus dernièrement, j'ai une grosse crainte pour le secteur, et je vois que le secteur n'est pas du tout prêt aussi pour répondre à ces exigences actuelles, et c'est très compliqué. Je pense que s'il y a vraiment la possibilité, en tout cas, qu'il y ait un groupe d'acteurs issus du non-marchand qui se mettent ensemble et qui puissent participer au moment des décisions, parce que c'est toujours facile de dire en démocratie, c'est nous qui nommons nos représentants, et donc nous, on n'a aucun pouvoir de décision, en fait, en tant que citoyen. Dans une démocratie, normalement, voilà. J'essaye de comprendre, et je pense que changer, en tout cas, ces rapports de force, ça pourrait être intéressant, parce qu'en associant le secteur dans les décisions de la politique de financement des acteurs dans notre secteur à nous ou dans d'autres, je pense que ça sera peut-être plus pertinent. Maintenant, évidemment, il y a toujours les obédiences des uns et des autres, ces rapports de force, ces rapports d'orientation politique qui sont là, mais co-construire ensemble, ça peut améliorer les choses. Et je reste toujours convaincu que l'action collective est un moyen de faire avancer les choses. Voilà, c'est ce que je dirais par rapport à mes rêves. J'ai beaucoup de rêves, mais voilà. On entend ça. On va laisser Samy exprimer aussi ses rêves, ses utopies. Oui. Après, les rêves, ça part toujours du réel, donc je vais peut-être repartir un peu du réel. Il y a 1 an ou 2 maintenant, il y a la secrétaire d'État à l'asile et à la migration qui avait décidé que les hommes seuls n'auraient plus de place dans les centres d'accueil, qu'ils devraient dormir dehors. Cette décision, elle a été cassée par la Cour constitutionnelle,
Donc elle a été reconnue en fait comme illégale. Et ça a amené le soir à lancer une étude pour voir, tiens, est-ce que les Belges, les Wallons, les Flamands, les Bruxellois trouvaient que c'était une bonne idée, cette décision de la secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Et on posait toute une série d'autres questions. Par exemple, les étrangers coûtent plus qu'ils ne rapportent à la sécurité sociale. La question de la sécurité est directement liée avec la question de l'immigration. Et on parlait de l'extrême droite juste avant, on peut voir quand même que pour un territoire qui n'a pas de parti d'extrême droite élu ou représentatif, on a quand même un pourcentage de Wallons majoritairement en accord avec ces différentes affirmations. De mémoire, je pense que ceux qui étaient d'accord avec la décision de la secrétaire, c'était 54% de mémoire. Hein. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais on était dans cet ordre-là. Et moi, ça m'amène à penser justement et à rêver d'une société qui ne travaille pas seulement sur l'individu qui doit suivre un parcours d'intégration et s'intégrer dans la société, mais aussi de pouvoir travailler sur la société d'accueil. Et je pense que quand on voit la dernière déclaration de politique régionale, on ne va pas du tout dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler sur l'individu et qu'on va très peu travailler sur la société d'accueil. Et pourtant, je pense qu'il y a une nécessité de travailler sur cette société d'accueil et que pour travailler sur celle-ci, il y a un acteur qui est fondamental, c'est les associations issues de l'immigration. C'est elles qui vont être le relais entre, d'une part, la société d'accueil et d'autre part, les personnes. Et donc, il va falloir encourager. Et comment est-ce qu'on encourage ? C'est en développant des moyens financiers pour pouvoir justement professionnaliser, sortir de ce cercle. Et pas seulement des financements qui, pour moi, devraient être ponctuels, mais vraiment des financements qui soient structurels, qui permettent à ces associations d'être pérennes, de grandir et de pouvoir monter des projets qui soient de plus en plus importants et qui touchent de plus en plus de public. Parce qu'une des problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui aussi, c'est que très souvent, on fait le constat qu'on parle à des convaincus. Mais donc pour pouvoir sortir de ce cercle des convaincus, il faut des moyens. Il faut pouvoir être présent sur des places. Il faut pouvoir aller dans les universités, aller dans les écoles comme Abder l'a dit. Mais aller dans une école, on peut le faire petit à petit, mais aller dans toutes les écoles de la province de Namur, ça représente un travail gigantesque, et donc ça demande des moyens. Et pour rendre mon rêve aussi un peu crédible, moi j'ai envie aussi qu'on arrête avec cette représentation que le secteur de l'intégration est systématiquement un coût pour prendre en charge les personnes. Et qu'on puisse renverser la tendance en disant le secteur de l'intégration représente une plus-value pour la société. Lorsqu'on parle de coût de la discrimination, par exemple, que représente le fait qu'une personne ne trouve pas d'emploi et se retrouve au CPS parce qu'elle est discriminée à l'emploi ? Que représente le fait qu'une personne se retrouve en situation de précarité grande du fait qu'elle ne trouve pas un logement décent, qu'elle n'ait pas accès à l'ensemble de ses droits fondamentaux ? Et donc par rapport à toutes ces questions, c'est des questions où on travaille également sur la société d'accueil, et donc ça représente une plus-value parce qu'une personne qui a accès à ses droits fondamentaux, qui travaille, qui paye des cotisations, ça rapporte à la sécurité sociale, ça rapporte à la société. Par ailleurs, on a fait le calcul, c'est je pense le professeur Lafleur de l'université de Louvain qui avait fait un calcul différentiel entre ce que coûte l'immigration et ce que rapporte l'immigration, et on était sur un bénéfice, je pense, de 1 et quelques milliards d'euros de ce que rapporte l'immigration. Et par ailleurs, le coût principal, c'est pour le renvoi dans le pays d'origine ou pour le maintien en détention dans des centres fermés. Donc moi, si je devais rêver, c'est justement rêver de manière philosophique en me disant il faudrait renverser un petit peu les idées, renverser les manières de penser la société, renverser aussi les idées préconçues qu'on peut avoir sur nos thématiques. Et à partir de là, on peut mener des politiques qui soient concrètes, des politiques de financement qui vont permettre, sur le long terme, d'éviter des coûts supplémentaires. Et donc, pour moi, ça passe énormément là-dessus. Évidemment que ce rêve va un peu à contre-courant des idées actuelles. Je pense que c'est François Debras de l'Université de Liège qui parle d'extrême droitisation des discours politiques. Et je pense qu'effectivement, même dans le chef de partis politiques plus traditionnels, on constate cette extrême droitisation. Dans les décisions qui sont prises, le fait que dans une société démocratique, on ait des enfants qui soient enfermés dans des centres fermés, pour moi, ça doit poser vraiment une question démocratique et de pouvoir interpeller aussi le politique par rapport à ça. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ce qu'Abder a dit. Effectivement, il faut de la sensibilisation à tous les niveaux, que ce soit au niveau des assistants sociaux, que ce soit au niveau du journalisme, que ce soit au niveau du politique. À tous les niveaux, il faut vraiment qu'il y ait aussi cette sensibilisation. Mais donc pour moi, c'est vraiment pouvoir
Je pense travailler sur les individus, je pense que c'est nécessaire de pouvoir aussi accueillir ces individus et pouvoir les intégrer dans la société, mais il faut que la société d'accueil soit prête aussi à les accueillir. Et pour moi, c'est là qu'aujourd'hui, le bas blesse malheureusement sur ces deux pendants. Pour atterrir, comme dirait Benoît, on avait une petite dernière question. Pour le mot de la fin, est-ce que dans tout ce que vous avez vécu jusque-là, alors vous avez vécu une longue ou une moins longue histoire au sein de cette institution, mais est-ce qu'il y a des petits succès du CAI, du CSCIN auxquels vous avez contribué ou pas et dont vous êtes fiers? S'il y a un ou deux succès comme ça, des choses qui vous donnent la sensation d'avoir mis votre pierre à l'édifice par rapport à l'interculturalité, et notamment en lien avec cette thématique des associations de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Moi, forcément, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit, hein, mais la plateforme de lutte contre le racisme, je pense que c'est une fierté à la fois individuelle, mais aussi à la fois collective. Parce qu'il y a aussi tous les travailleurs de l'ombre qui font un travail énorme là-dessus. Hein. Je pense notamment au niveau de la logistique, au niveau de la communication. Il y a vraiment des synergies qui sont faites avec l'ensemble des collègues et qui sont nécessaires parce que sinon on n'y arriverait pas tout seul, qui sont faits aussi avec les partenaires. Et je pense que ces synergies, on arrive suffisamment à être efficaces, justement, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir faire des actions qui sont de plus en plus importantes et ramener de plus en plus de public. Le prochain objectif, c'est de pouvoir vraiment décentraliser, de faire ça à différents endroits du territoire provincial. Mais pour moi, ça, c'est une fierté. Et alors, aussi, une autre fierté, c'est aussi de pouvoir justement avoir amené cette réflexion autour de la lutte contre l'extrême droite, autour de la lutte contre le fascisme au niveau du CAI, qui était une thématique qui n'était pas, en tout cas moi quand je suis arrivé, qui n'était pas énormément travaillée. Et aujourd'hui, on commence à avoir des outils, on commence à avoir des partenaires, on commence à avoir un réseau, et donc vraiment ça commence à se structurer aussi. Et donc pour moi, c'est aussi une fierté. C'est compliqué de répondre à une question comme celle-là, mais pour moi, il y a beaucoup de choses que j'ai citées déjà depuis ce matin, et il y en a d'autres que je n'ai pas citées, mais pour moi, la fierté, c'est d'avoir contribué, évidemment, en tant que membre du personnel, mais surtout en tant qu'Abderrahmane, à tout ce qui a été fait. Et ça n'aurait pas pu être fait si j'étais seul. Donc, c'est bien parce que je suis au CAI et que j'ai connu donc, pas mal de collègues, puisqu'il y a eu beaucoup de changements aussi à ce niveau-là. J'ai connu différents collègues, et c'est ces collègues-là qui ont fait que tous les projets, en tout cas, ont abouti et ont pu changer des choses. Moi, je pense que le principal, c'est d'avoir que le CAI, avec les travailleurs actuels comme les anciens, on a toujours gardé la même ligne de valeur, qu'il y ait eu changement politique ou pas, qu'il y ait eu nouveau décret ou pas. Je pense que ça, c'est la grande force du CAI, c'est d'avoir gardé ses valeurs. Et c'est celle-là que moi, je suis fier en tout cas, par rapport à d'autres centres, quand je parle avec mes collègues des autres centres, moi, c'est la première chose que je dis, c'est vraiment les valeurs du CAI dont je suis fier de partager, et puisque elles rejoignent les miennes. Maintenant, sur des actions, des projets, il y a beaucoup de choses qui ont fait évoluer. Je parlais tantôt de l'inhumation des musulmans, mais pour moi c'est un projet énorme. Il y a eu aussi un projet important qu'on n'a pas cité, que je n'ai pas cité, mais qui était important, puisque c'est un projet aussi qui est venu du constat qu'on fait sur les associations de migrants, c'est qu'ils n'avaient pas de travailleurs, ils n'avaient rien, et donc avec eux, avec l'aide du FIPI et le CAI et d'autres structures, on a mis en place un soutien à ces associations via le PTP. Donc, c'est des subventions qui nous étaient accordées pour pouvoir engager des personnes pour chaque communauté, pour chaque ASBL, qui venaient en soutien à ces ASBL, mais elles étaient basées ici au CAI. Et donc, elles travaillaient pour les ASBL, pour les communautés. Et ça a amené quelque chose. Malheureusement, comme les politiques et les finances ne sont pas toujours là, le projet a dû arrêter. Et ça, c'était aussi une fierté d'avoir à un moment participé avec d'autres collègues dans des projets comme ceux-là. Maintenant, pour moi, je ne sais pas dire plus, parce que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la fierté des valeurs que l'on porte et qu'on essaye aussi de partager avec d'autres sur le terrain. Et c'est celle-là le plus important. D'accord.
Vous venez d'écouter l'un des podcasts dédiés à l'histoire du CAI Namur, réalisé dans le cadre de son 40e anniversaire. Le CAI Namur et l'IHOES remercient chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont participé à la réalisation de ces capsules sonores, que ce soit à travers leur voix, leurs paroles, leurs souvenirs ou en tant que personnes ressources. Retrouvez l'ensemble de ces podcasts ainsi que toutes les activités du CAI sur le site web www.cainamur.be.